Bonjour à tous, bon après-midi au Jog Summer Camp. Merci à tous d'être venus, si nombreux. Aujourd'hui, on va vous parler d'un outil que vous connaissez peut-être, Jenkins et sa version 2. Qui connaît déjà Jenkins? Donc quasiment tout le monde, ok. Qui utilise Jenkins? Il y a une différence entre l'utiliser et le connaître, d'accord. Qui l'administre? Parce que c'est un peu différent de l'utiliser et puis de le maintenir, etc. Il y a déjà un peu moins de mains, là. Une petite moitié de salle, là. Donc, eux, ils souffrent différemment des autres personnes qui l'utilisent. C'est pas exactement le même profil. Bon. Jenkins, bon, vous l'aurez reconnu pour ceux qui l'utilisent depuis longtemps, l'outil d'intégration continue historiquement qui aujourd'hui vous permet d'automatiser toutes sortes de tâches pour faire du continuous delivery, continuous deployment à volonté. Qui suis-je? Qui je suis. Arnaud Héritier, je travaille chez CloudBees, donc qui est la société qui contribue énormément à Jenkins. On fait ça pour justement offrir à la communauté l'opportunité d'améliorer le produit et pour nous, on offre une version, on va dire, entreprise certifiée de Jenkins. Et moi, je travaille dans l'équipe support de la société. Voilà, et je suis contributeur sur Jenkins depuis un certain temps. Voilà, c'est ma faute sur certaines choses aussi, le plugin Maven et des choses comme ça. Bon, me tapez pas s'il vous plaît. Et voilà. Voilà, donc si vous avez des ennuis, c'est lui qu'il faut appeler. Je suis en repos aujourd'hui. Voilà. Et donc moi je suis Nicolas Deloff, donc je suis contributeur sur un nombre assez variable de plugins. Je fais des petites contributions un peu partout à l'époque où j'étais au support CloudBees, puisque c'était à l'époque où les gens du support corrigeaient les bugs eux-mêmes parce qu'en fait ils étaient tout seuls. Bon, la boîte a un peu grossi entre temps, donc voilà, je vous ai mis quand même une capture de ma première contribution à Jenkins dont je suis très fier, où j'ai quand même remplacé un caractère. C'était ma première pull request de ma vie, enfin, c'est des grands moments comme ça. J'ai travaillé sur un plugin qui s'appelait le Build Flow à l'époque, qui s'est avéré techniquement être une bouse sans nom, mais qui a permis de lancer l'idée de ce qu'on appelle aujourd'hui le pipeline, on va en reparler. J'ai maintenu le Git plugin comme j'ai pu pendant 1 an, et depuis je travaille essentiellement sur des plugins liés à Docker. Je suis Docker Captain, c'est-à-dire je fais partie des gens qui ont été identifiés chez Docker comme leur faisant de la pub gratuitement. Et donc je fais partie de l'engineering à CloudBees, c'est-à-dire que donc mon boulot c'est de créer des nouveaux plugins avec plein de bugs dedans pour m'assurer qu'Arnaud ait un boulot à vie. C'est ça, voilà. Et je n'en manque pas, je vous rassure. Il fait son travail très très bien. Bon, revenons à Jenkins 2 essentiellement. Donc Koshuke, le leader de Jenkins, donc, que l'on appelait dans un temps ancien Hudson, a créé le projet il y a plus de 10 ans. Les premières fois où il l'a mis en open source sous la bannière d'Oracle à l'origine, qui est sur java.net. On a une photo d'Arnaud à cette époque avec des cheveux longs en train d'installer son premier Hudson. Non, elles sont cachées, c'est là. Elles sont cachées. Et donc, Koshuke a proposé, c'était en septembre dernier, a lancé sur la liste des développeurs l'idée de faire un Jenkins 2. Donc, il faut voir que Jenkins, la version et la gestion des versions de Jenkins est un peu particulière, vu qu'on en était déjà à la version, je pense, 600 et des poussières. Donc, 1.600 quelque chose. 1.600 quelque chose. Il y a une release toutes les semaines. Voilà. Systématiquement, toutes les semaines. Même au début, c'était éventuellement plusieurs fois par semaine. Ouais. Et donc, effectivement, le numéro de version monte assez vite. Et donc, oui, quand on commence à approcher les 700, on se dit, ouais, il y a un petit historique derrière. On sent que c'est un projet qui est bien vivant, quoi. Et encore, on se rassure, les tout premiers commits, les toutes premières versions qu'il avait fait, c'était 1.0.1, 0.2.3. Après, il s'est dit, on va peut-être pas aller trop loin comme ça. Quand il en était à la 1.0.15 ou 0.16, je sais plus, il s'est dit, bon, allez, on va directement passer au chiffre numéro 2. Donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé à 600. Donc, il a quand même changé d'idée. Voilà, donc vous avez ces gens-là qui, depuis 10 ans, coltinent ce développement et qui voient passer une proposition, le pavé dans la mare. Depuis 10 ans, on fait Jenkins, on est tous super fiers de ce qu'on fait. Il est temps de faire Jenkins 2.0. Et donc le thread sur la mailing list a été assez long, assez riche, plein d'enthousiasme, plein de discussions assez folles dans des univers parallèles potentiels. Aussi.
Parce que la première réaction de quelqu'un qui est depuis 10 ans sur une base de code, comme l'a rappelé pendant sa keynote Quentin ce matin, c'est de se dire, mais putain, si on pouvait repartir feuille blanche, mais ça on le virerait, ça on le referait en Go, ça on le ferait comme ça on ferait des microservices. Et alors là, mais des idées, il y en avait. C'était impressionnant. C'est impressionnant d'ailleurs. Les développeurs sont très très créatifs. C'est ça. Et moi, historiquement, j'ai administré pendant des années des instances Jenkins, donc j'en suis un utilisateur avant d'en être un aujourd'hui, que ce soit mon métier et que je le supporte. Ma réaction, quand j'ai vu le thread passer, même en tant que développeur cependant, je me suis dit une release majeure, au secours. Effectivement, mon expérience depuis les 10 dernières années avec Jenkins, il y a eu des hauts, il y a eu des plus bas, et effectivement, les upgrades et les versions se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc, quand on me dit qu'effectivement, il va y avoir une version majeure, pour moi, tout de suite, ce qui fait tilt dans la tête, c'est version majeure égale, je vais tout casser. Et moi, l'utilisateur, je vais pleurer pour migrer. Voilà. Alors, ce que Koshuke avait bien explicité, justement, dans sa demande, c'est qu'il ne voulait pas tomber dans l'écueil qu'a eu le langage Python. Il y en a parmi vous qui développent en Python ? Quelques-uns, pas beaucoup. Quand on développe en Python, en fait, il faut qu'on choisisse son église. Est-ce qu'on fait du Python 2 ou est-ce qu'on fait du Python 3 ? Et ça fait un petit moment que ça dure. Parce qu'effectivement, Python 3, ils ont dit on va tout péter, on va réinventer le truc. Et puis, il y a juste une base de code phénoménale qui fait du Python 2 parce que on change pas comme ça, quoi. Donc en fait, on a 2 langages qui s'appellent Python. Donc ce que je voulais surtout pas qu'on se retrouve avec un Jenkins 1. Je ne sais quoi qui traîne encore pendant 10 ans, le temps qu'on arrive à imposer Jenkins 2. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ? On va revoir le pourquoi Jenkins 2. Quelle est l'idée ? Pourquoi est-ce que Koshuke a eu cette idée folle de se dire tiens, on va faire un Jenkins 2 ? Qu'est-ce qu'il y a dans Jenkins 2 finalement ? Donc qui utilise déjà Jenkins 2 aujourd'hui ? Ah, quand même, oui. Vous en êtes content ? Ils en sont contents. Ils en sont contents. Bon. Les fous, ils ne savent pas. Super. Vous avez vu la backdoor ? C'est pas vrai. Donc qu'est-ce qu'il y a dans Jenkins 2 et on verra qu'est-ce qui va s'ensuite derrière. Pourquoi Jenkins 2 ? Tu veux reparler de la stack technique du projet ? Alors, en fait, moi, c'est une des premières choses à laquelle j'ai réagi quand j'ai vu passer le mail. Koshuke avait dit, oui, on n'est pas là pour repartir feuille blanche. Malgré tout, quand on regarde ce qu'il y a dans Jenkins, il y a un certain nombre de frameworks qui ne sont pas ultra récents. Par exemple, je pense qu'il y en a parmi vous qui font du Spring. Alors, s'il y en a parmi vous qui font du Spring depuis longtemps, ils ont peut-être entendu parler de ACG Security, qui depuis est devenu Spring Security en changeant de package. Enfin, c'est le truc, on arrive péniblement à le retrouver sur Google aujourd'hui. Et il y a effectivement Jenkins qui l'utilise encore. Parce que maintenant, ça fait partie de l'API de Jenkins, c'est dans le corps. C'est un exemple. Il y a plein de trucs comme ça, des frameworks super spécifiques. Et donc la première réaction qu'a tout le monde en voyant passer ça, c'est ouais, on va refaire toute l'UI en Angular, on va refaire tout le corps en... Alors là, forcément, comme tout développeur Java qui commence à proposer un framework... voilà, je pense qu'on fait le listing complet de tout ce qui existe comme librairie. Donc c'était assez intéressant, mais effectivement, la question se pose. C'est ça. Donc comment renouveler la stack technique ? Parce qu'effectivement, elle est vieillotte, et donc c'est pénible pour tout le monde, autant les développeurs, les contributeurs, et après les aspects, les limitations que ça impose pour les utilisateurs, parce qu'après, derrière, obligatoirement, utiliser des vieux frameworks, ça a des limitations sur plein de choses. Et d'un autre côté aussi, ce qu'on voyait, c'est qu'avec Jenkins, il y a eu des améliorations, des évolutions ces dernières années qui ont été faites à droite, à gauche. Les chargements, comment on dit ça en français en fond de tâche de Jenkins qui évite justement d'avoir des temps de démarrage qui soient hyper longs. Loading. Voilà, le easy loading. Il y a plein de fonctionnalités qui ont été rajoutées au fur et à mesure, mais elles sont restées passées plus ou moins inaperçues, sauf quand les gens en ont un peu souffert, parce que le temps que ça se stabilise et que ça sèche un petit peu, ça a été peut-être un petit peu compliqué. Mais d'une manière générale, il n'y avait pas une grosse annonce sur les changements de Jenkins lui-même. Et c'est donc aussi l'idée de se dire, on va repartir sur une nouvelle version et on va essayer de mieux gérer cette notion de, on rajoute des choses, donc on le notifie, on gère nos versions un peu mieux.
C'est bien sûr pas que le Jenkins Core qui est à l'origine de cette idée de tout refaire ou d'améliorer Jenkins, mais il y a aussi les plugins. Alors ouais, ça je pense que vous avez tous eu cette expérience-là. On installe un Jenkins tout frais, on arrive dans Jenkins, il nous propose donc CVS, une version, voilà. Alors bon, il y en a qui sont contentes, hein, mais la plupart des gens effectivement se disent ouais, ça il manque des choses. Alors soit on trouve la réponse sur internet quelque part, parce qu'il n'y a vraiment rien qui vous suggère où aller trouver d'autres trucs dans votre Jenkins. Vous tombez par hasard dans le plugin manager. Et là, il y a l'onglet disponible. Et donc, vous avez mis trop de plugins. Alors, vous avez un magnifique filtre. Je dis, on va chercher le plugin Git. Donc, vous tapez Git. Donc là, il en reste encore 32. Et donc, bon, alors avec un peu de bol, au bout d'un moment, vous avez installé un certain nombre de plugins parce qu'ils ont eux-mêmes plein de dépendances, tout ça. Et vous avez les options dont vous avez besoin. En vous posant quand même la question, est-ce que ça fait le boulot, mais est-ce que j'aurais pas raté un truc? Est-ce que j'ai choisi le bon? Est-ce que j'en ai pas juste installé 5 fois trop? Bon, voilà, on est un peu dans le mode petit bonheur la chance, et c'est quand même assez dommage, parce qu'effectivement, il n'y a pas ce gentil moteur de recommandation qui vous dirait, un peu comme on a sur les stores des téléphones portables, qui vous dit, les gens qui ont le même profil que vous ont aussi installé Boom Beach. Ah bon? On va en savoir les choses. Non, moi j'ai des suggestions très très bizarres sur mon téléphone. On ne veut pas savoir, surtout pas. Donc effectivement, c'est l'expérience initiale quand on débute avec Jenkins, elle reste compliquée. C'est ce que disait Nicolas, dans un écosystème où il y a plus de 1200 plugins, je crois, quelque chose comme ça, du côté juste open source. Si vous regardez dans l'Update Center, il y a 1200 plugins. L'installation de base, faire ce choix des premiers plugins qu'on a besoin, qui vont rendre les premiers services, configurer la sécurité de l'instance. Oui, ça c'est vrai que c'est un détail rigolo. Ça, vous démarrez votre Jenkins, le temps que vous ayez commencé à trouver le bon plugin qui va vous permettre de vous connecter à votre Active Directory, que vous ayez trouvé la bonne clé de recherche pour vous connecter à votre Active Directory, que vous ayez enfin activé la sécurité, n'importe quelle personne sur votre réseau peut faire ce qu'elle veut sur votre Jenkins. Genre accéder à la console qui fait qu'elle peut exécuter des commandes sur votre machine. Ça choque personne. Non. Et puis surtout, si on la déploie dans le cloud, c'est plus rigolo comme ça. C'est la terre entière qui peut la modifier. Et puis, faut dire que aujourd'hui, le domaine d'utilisation de Jenkins a quand même énormément évolué. Il y a un peu plus de 10 ans, quand Hudson est né, on parlait d'intégration continue. Il y avait quelques compétiteurs dont je ne me souviens même plus les noms. Mais effectivement, le but, c'était d'automatiser en gros le build, la compilation, potentiellement l'exécution des tests, et ça allait pas beaucoup plus loin. Si je dis cruise control, il y a des gens à qui ça parle. Quelques vieux. Ouais. Continuum. Oui, Continuum. Je ne pensais même plus à celui-là. Voilà. Team City. Arrête, il est toujours là. On vous aime bien, James Brent, quand même. Donc voilà, aujourd'hui, ça a quand même beaucoup changé. Jenkins a cette possibilité d'être très extensible et les gens en ont profité pour automatiser tout un tas de choses et non pas uniquement ces étapes de base qui sont la compilation, l'exécution des tests, mais qui sont allés jusqu'à faire du continuous delivery au deployment, mais même des fois d'autres choses. Voilà, on voit des cas d'utilisation de Jenkins utilisés par des ops pour automatiser juste des tâches sur des serveurs, etc., etc. Donc Jenkins a évolué alors qu'effectivement, il restait fortement connoté Jenkins CI. Ah oui, d'ailleurs, si vous regardez le site web de Jenkins, c'est pas jenkins.org, c'est jenkins-ci.org, c'est quand même clair, quoi. C'est ça. Arrêtez de faire n'importe quoi avec votre Jenkins. Build, test, c'est tout. C'est ça. Pas voilà. bien. Donc le site web était vieillot, les docs, je parle même pas de l'infrastructure pour le mettre à jour, mais voilà. Et effectivement, la mise à disposition pour tout le monde des documentations est très compliquée. On retrouve difficilement les informations entre le site web, le wiki, etc. Donc c'est vraiment des problèmes dont on est conscient, la communauté est consciente, et on s'est dit, il faut aussi travailler sur ces choses-là parce qu'un produit
Il n'y a pas que l'aspect technique, même si c'est toujours rigolo de coder, de faire plein de choses. Mais un produit, pour qu'il y ait des utilisateurs, que les utilisateurs soient contents, faut qu'il y ait une documentation digne de ce nom, il faut que les utilisateurs trouvent facilement les informations au sein de l'écosystème, qu'ils ne soient pas obligés, à chaque fois qu'ils vont choisir un plugin, d'aller consulter la mailing list pour voir s'il y a encore de l'activité sur le plugin et si son développeur est là, dans son repo de source, ou d'aller voir dans le Jira quels sont les bugs ouverts, etc. Il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, c'est très très complexe de s'y retrouver dans l'écosystème Jenkins. Et d'ailleurs, en fait, même au niveau de la communauté elle-même, il y avait une dépense d'énergie qui était assez phénoménale pour maintenir ce genre de choses. Typiquement, Arnaud fait partie de l'équipe infra, donc il s'amuse à redémarrer Confluence régulièrement. C'est ça. Les gens qui sont en charge de tout le contenu de documentation des plugins, même le site internet, jenkins-ci.org, on est quand même à l'époque des GitHub pages. Rajouter du contenu dans ce machin, fallait quand même j'ai jamais trouvé personnellement. Moi, ça m'a rappelé l'époque où j'étais sur Multimania un peu. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans l'infra de Jenkins qui datent d'il y a 10 ans. C'est presque plus ou moins, et qui sont un peu restées comme ça. Pas loin. Donc du coup, effectivement, ces discussions autour d'un 2.0, c'était pas que des discussions de quel est le nouveau framework qu'on va utiliser pour Jenkins. Il y a eu énormément de sujets de ce type-là qui sont intervenus en disant ça serait quand même pas mal qu'on repense à l'UI, ça serait quand même pas mal qu'on pense à la documentation, ça serait quand même pas mal qu'on pense à l'infrastructure qui est derrière Jenkins pour que la communauté ait de bonnes bases pour travailler et soit pas obligé de perdre son temps avec des crétineries, quoi. Donc découvrons un peu ce qu'il y a dans Jenkins 2 aujourd'hui. Donc effectivement, le premier item que la communauté a voulu travailler, c'est effectivement cette expérience de démarrage avec le produit. Pour simplifier, je démarre, c'est ma première fois où je démarre un Jenkins, je veux en faire quelque chose en production ou même sur mon poste de dev, je veux simplifier ça. Donc, qu'est-ce qui a été amélioré? Donc aujourd'hui, on a rajouté un assistant pour pouvoir préconfigurer le Jenkins avec un certain nombre d'informations, notamment gérer l'aspect sécurité, parce que cette fois, on prend au cœur du problème la sécurité. Dès le départ, on va sécuriser votre instance de manière à justement éviter d'avoir à le faire par la suite. Et il y a tellement de settings à activer, de se dire je l'ai fait, je le fais pas, là on vous active tout ce qu'il faut par défaut pour que ça soit sécurisé comme il faut. C'est à vous après de prendre la responsabilité de désactiver la sécurité, ce qui prend un peu plus de sens de nos jours. Et puis essayer de s'y retrouver parmi les plugins. Donc voilà, je disais qu'il y avait plus d'1 millier de plugins. On va essayer aussi de vous guider parce que on sait que c'est compliqué aujourd'hui et même si on y travaille, on sait qu'il y a encore beaucoup de boulot. On va essayer de vous guider sur les premiers plugins que vous allez installer en fonction de ceux que nous on a repérés, la communauté. Donc il y a eu tout un tas de plugins qui ont été présélectionnés par la communauté, qui sont à la fois pris aux égards de leur utilité, du nombre d'utilisations que les gens en ont, de leur stabilité, leur maintenance, leur qualité aussi. On a pris, alors plus ou moins subjectivement ou pas, certains aspects de qualité qu'on voulait s'assurer, notamment les aspects aussi de sécurité. Voilà, on ne voulait pas proposer par défaut des plugins qui pouvaient créer des trous de sécurité en Jenkins. Voilà. Donc on a fait tout un tas une checklist comme ça et on a proposé un certain nombre de plugins. En fait, ça fait plusieurs années qu'il y a des propositions pour modifier les plugins qui sont installés par défaut. Entre autres, le fait d'avoir le plugin Git installé par défaut dans le Jenkins 1.x. Le problème, c'est que dès que ce sujet commence à être abordé, il y a une moitié de la communauté qui dit tant qu'à faire, on pourrait quand même virer le plugin CVS. Enfin, faut arrêter de déconner. Sachant qu'à chaque fois, tout le monde dit ouais, mais du coup, la compatibilité ascendante, parce que Jenkins, pourquoi c'est en 1 pour des valeurs faramineuses? C'est parce que le principe de base de Jenkins, c'est la compatibilité ascendante. Donc, effectivement, on ne va pas s'amuser à virer un plugin comme ça sur un coup de tête. Et puis la deuxième moitié de la communauté disait ouais, mais du coup, tant qu'on en est à rajouter le plugin Git, on devrait aussi rajouter le plugin Gradle, parce que Gradle, c'est quand même l'outil de build majeur. Et puis, ouais, quelqu'un utilise Gradle ? C'est bien. Bref. Et puis à côté, il y a un mec qui dit non, mais attendez, de nos jours, quand même, Jenkins, ça fait pas que du Java. Il faut aussi installer le plugin Ruby, parce que Ruby, c'est quand même le langage qui va révolutionner la Terre, et ainsi de suite. Et donc, à la fin, on se retrouvait avec une wishlist de 250 plugins, ma belle lettre au Père Noël, et la discussion était assez rapidement fermée. Ça. Donc il a fallu trouver une autre astuce. C'est ça.
Donc, ce qu'on a prévu, donc effectivement, dans ce wizard aujourd'hui, quand vous démarrez un Jenkins, donc les systèmes de base, ça va être de vous fournir un mécanisme pour le protéger. Donc, vous pouvez pas l'installer, le configurer tant que si vous n'êtes pas maître du système qui est derrière. C'est juste un truc de base, mais qui semble logique aujourd'hui. On le voit sur de nombreux produits, mais qui ne l'était pas dans Jenkins 1. Mais ça reste super important. Et on a mis donc un système de wizard avec ces fameux plugins qu'on recommande par défaut. Donc il y a une liste d'une soixantaine ou 80, je sais pas. Non, elle est peut-être un peu vieille ma capture d'écran, là, 56, mais je pense qu'il y a un peu plus aujourd'hui, il y a une soixantaine de plugins, qui sont donc des plugins qu'on pense être intéressants à installer par défaut. Donc vous vous retrouvez en fait, si vous skippez cette étape-là, vous vous retrouvez avec un Jenkins qui n'a aucun plugin. Ah, si on skip ça, effectivement, c'est un Jenkins vide. On arrive vraiment sur quelque chose de propre. Ce qui veut dire que du coup, on a totalement résolu ce problème de plugin obsolète parce que cette liste elle peut être maintenue. Nous, typiquement, c'est marrant parce que comme CloudBees fait une version avec des plugins propriétaires, en fait, on était un peu emmerdé par ça parce que nous, justement, on veut fournir un Jenkins avec des plugins dedans. Donc, il a fallu trouver un complément à ce mécanisme. Mais l'idée, elle est vraiment là, c'est de dire Jenkins, c'est un socle, le socle évolue. Les plugins que vous installez dessus, c'est une donnée complémentaire, c'est de la métadonnée et c'est le wizard qui va la consommer. Donc on installe ces plugins, donc il y a une jolie UI, ça reste pour montrer qu'aujourd'hui on a quand même travaillé sur un certain nombre d'éléments de UI parce que Jenkins est quand même régulièrement critiqué sur la qualité. Regardez bien, c'est tout de même la première fois qu'une UI dans Jenkins contient du vert. Pour quelque chose qui réussit, par défaut. C'est ça. C'est important de le souligner. Voilà. On pourra faire des démos si vous voulez passer sur le stand. On vous fait les démos en live, aucun souci. On va pas s'attarder. Voilà. Donc création, on parlait de sécurité, création d'un admin par défaut, et votre Jenkins est prêt. Donc par défaut, c'est ce qu'on disait, la sécurité, les éléments de sécurité sont là, votre instance est sécurisée, ça reste important de le dire, on désactive les connexions, les ports JNPL, le démon SSH je crois qu'il est désactivé, etc. Donc voilà, tout ce qui n'est pas par défaut nécessaire et vital à Jenkins et qui qui peut être un vecteur d'attaque est désactivé, et au contraire on active toutes les sécurités, les CSRF, etc. L'interface graphique. C'est joli Jenkins. Qui aime la UI de Jenkins? Bon, il y en a un, mais je crois qu'il n'a pas compris la question. Non, mais il a dit qu'il était migré en 2.0 déjà, lui. Ah, voilà. C'est pour ça. C'est pour ça. Bon, ça a toujours été un vaste débat, quand même. Hein. C'est ça. Il y a eu plusieurs tentatives de faire des trucs. Il y a un mec qui avait refait le système de template avec du Bootstrap. Bon, moi, ça s'avérait qu'il y avait un plugin sur 2 qui pétait tout. Mais on a bien essayé. C'est ça. Voilà. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Mais ils ont eu des problèmes. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'avec l'écosystème complet de Jenkins, et ses 1000 et quelques plugins, et sachant que la UI fait partie des plugins aussi, elle est fournie par les plugins, donc il y a un framework de développement de la UI qui est donc utilisé par les plugins. Rafraîchir, renouveler, alors en plus, si on change la techno de la UI, ça reste super compliqué. De garder la compatibilité, de gérer tous les cas, etc. Donc aujourd'hui, on y allait par petites touches, vraiment toutes petites touches, pour rendre un peu plus de dynamisme, un peu plus sur les éléments de base et structurants de la UI, mettre des onglets là où il n'y en avait pas, essayer de rendre des trucs un peu plus sympas, un peu plus jolis, des CSS un peu plus rafraîchis. Mais voilà, pour l'instant, ça va sur des petites touches au niveau de ce qui est fourni par défaut. Et là où on a travaillé aussi sur des choses toutes bêtes, c'est sur la terminologie. En 2.0, donc déjà, alors ça a beaucoup avancé. C'est pas tout à fait fini ce travail-là, d'unifier par exemple la terminologie autour des agents. Donc les fameux endroits où vous exécutez vos commandes, votre job, etc. Ça s'appelle des agents. Mais alors, avec Jenkins 1 et son millier de plugins, vous retrouviez de tout. Vous retrouviez des nodes, parce qu'en fait, historiquement, dans le code, ça s'appelle node. Vous retrouviez aussi des slaves, alors parce que je ne sais pas pourquoi tout le monde les appelle slaves aussi, mais ça s'appelle des slaves, voilà. Donc il y avait 3 mots pour parler de la même chose, et c'est qu'un exemple, hein. Il y en a d'autres. Donc là, il y a déjà eu toute une passe de fait pour commencer à nettoyer ce genre de choses, et il y en a encore en cours qui continuent pas mal.
Nouvelle page pour créer les différents types de jobs avec des jolies icônes, les descriptions qui sont un peu plus mises en avant, qui permettent, parce que quand on commence à avoir une instance avec un certain nombre de plugins, et ben on a pas mal de types de jobs généralement. La page commence à avoir vite pas mal de choix, et c'est vrai que quand on a la page avec plus d'une dizaine de choix, on se retrouve difficilement dans tous nos types de jobs. Bon voilà, aujourd'hui il y a des jolies icônes, etc. pour s'y retrouver plus facilement. Des onglets pour naviguer plus facilement dans les configurations des jobs. Est-ce que là c'est pareil, une page de configuration de job, c'est vite le clicodrome surpeuplé. Avec finalement, quand on cherche une information, on se retrouve à scroller là-dedans, à n'en plus finir pour se dire mais au fait c'est où est-ce que je définis ma variable d'environnement. Donc le fait de reprendre les sections qui existaient et de les convertir en onglets. Alors vous pouvez même le désactiver si vous préférez vraiment la vue à plat pour une raison qui nous échappe. Enfin, c'est possible de la désactiver. Mais toujours est-il qu'effectivement, vous avez cette séparation en onglets qui permet d'avoir une chance quand même que toute la configuration pour une section donnée soit visible dans le même écran. Donc ce sont des petites touches d'amélioration, mais qui dans la vie de tous les jours, aident à mieux utiliser la UI, à être un peu plus efficace quand on est administrateur. Donc là, je parle plus aux administrateurs des instances, parce que voilà, quand on navigue dans tous ces écrans, on a besoin. Là, typiquement, la gestion des outils, la capacité de Jenkins d'installer automatiquement les outils sur les agents, ça a été séparé dans une page dédiée. C'était déjà le cas de la partie sécurité. Historiquement, elle était dans la grande page de configuration qui elle aussi s'allonge. La partie sécurité a été mise de côté, ça avait quand même pas mal de sens. Là aussi, comme la liste des outils, ça reste un truc vraiment très spécifique et que ça peut s'allonger comme le bras vraiment très rapidement, ça a été séparé dans une page dédiée. Ça, c'est sans doute un mouvement d'ailleurs qui va se généraliser à un certain nombre d'éléments de cette config. Et cet écran d'ailleurs qui risque d'être designé aussi. Donc voilà, donc pas mal de choses qui sont mieux ordonner les choses, mieux clarifier où est-ce qu'on va les retrouver pour mieux naviguer et mieux administrer l'outil. Et donc là, vous allez me dire, parce que là c'est fini. Voilà, j'ai fini les évolutions UI sur Jenkins 2. Donc qui est super content avec ça? Ah, il y a quand même quelques mains. Ouais, bon, ils sont quand même contents un petit peu. Bon, ça reste léger. Ça passe là-dessus. Pas bien non plus. C'est pas bien. Ouais, c'est pas super. Pas bien. Et même sans être sur un mobile, même sur une tablette, pareil. La UI actuelle est pas vraiment designée pour fonctionner sur ce type de device. Bon. Donc on ne s'est pas arrêté là. Il y a un projet qui a été créé à peu près aussi juste avant la 2.0, qui était donc Explorer. C'était dans la même mouvance. Et on s'est dit, mais si on allait donc plus loin sur la UI et qu'on reprenait beaucoup plus, donc là pour l'instant la partie visualisation, mais à terme tous les écrans. Et donc, il y a eu un projet son nom de code, c'est Blue Ocean, qui a pour but de fournir une nouvelle UI moderne et plus jolie de Jenkins. Alors là, l'idée, c'est vraiment de repartir feuille blanche au niveau de l'UI, de se focaliser sur l'utilisation de Jenkins, de vraiment repenser l'affichage de l'information et l'interaction avec l'utilisateur. Et donc, du coup, déjà, les gens qui font ça, c'est des gens qui sont habitués à faire du design. Enfin, c'est leur métier. Ceux qui l'ont fait en interne avant que ça soit effectivement publié en open source. Ils ne voulaient pas le publier trop tôt. Pour ne pas rentrer dans des guerres de framework JavaScript. Ils voulaient avoir en gros déjà un squelette suffisamment significatif pour avoir du feedback, le faire évoluer et surtout avoir de l'intérêt de la communauté et voir effectivement quelles sont les premières choses qu'il faudrait rajouter pour que ça corresponde vraiment aux utilisations concrètes qu'on a. Donc l'avantage de l'extensibilité de Jenkins, et effectivement Jenkins, autant aujourd'hui les plugins mélangent de la UI, mélangent du back-end, enfin de ce qui se passe sur côté serveur, etc. Autant les points d'extension permettent de facilement séparer ces deux morceaux-là. Et donc on a pu intégrer dans la stack Jenkins sous forme de plugin, donc c'est pas du tout intrusif, on n'a pas réécrit ou modifié le corps, même si Blue Ocean nécessite la version 2 pour pouvoir pardon. Bon, non, il veut pas. Reviens le slide. Non, il veut pas venir le slide. Viens un slide. Qu'est-ce que c'est que ce truc? À tout casser. C'est bien ça. Tu utilises PowerPoint aussi alors. J'utilise PowerPoint, oui, ça c'est ma faute. Oui. Ça je l'admets. Bon.
Donc je disais, si ça a permis sous forme de plugin, donc complètement indépendant, voilà, ça s'installe sous la manière des autres plugins, d'insérer de nouvelles technologies, des technologies un peu plus modernes en termes de UI. Donc vous voyez là-dessus de l'ECMAScript, du React.js, des NPM pour toute la gestion du JavaScript, parce que bon, c'est vrai que JavaScript c'est un écosystème à lui tout seul, hein, pour ceux qui en font. Il y a des gens qui font du JavaScript et tout ce qui va bien, ça, il y en a quand même quelques-uns. Bon voilà, c'est un véritable écosystème à lui tout seul. Moi je respecte énormément les gens qui font de tout ça, parce que je suis tellement mauvais en UI que moi ça m'impressionne, toutes ces choses-là. Et donc en travaillant sur la partie extensibilité de Jenkins, sur comment accéder aux informations, les API REST qui sont déjà préexistantes, etc., et travailler justement sur une intégration avec du server-sent event pour pouvoir pousser les informations vers la UI plutôt que d'avoir cette fameuse page qui se refresh, parce que tout le monde dans Jenkins 1, vous savez, en haut il y a le refresh qui toutes les 5 ou 15 secondes, je sais plus, vous reload la page. Donc c'est très rigolo à gérer, parce qu'après quand vous êtes dans un formulaire et tout, faut que ça soit automatiquement désactivé et tout. C'est un fourbi sans nom à gérer, cette histoire-là. Et donc là, on a des véritables technologies qui nous permettent d'avoir une UI dynamique sans effectivement être constamment en polling sur le serveur et rafraîchir la UI. Et puis surtout, il y a eu un véritable effort en termes de travail sur l'ergonomie, sur le design de la UI. Donc comme le disait Nicolas, c'est un projet qui a été sponsorisé par CloudBees, parce que c'est un peu le problème sur ce genre de choses. C'est très difficile de trouver côté open source des gens qui soient motivés, compétents et qui ont envie de bosser ce jeu. Voilà, historiquement, les projets open source ont quand même toujours du mal à avoir des UI un peu sexy, un peu modernes, un peu tout ça. C'est trouver des gens qui vont coder du back-end, des machins, on les trouve et ils disent merde, de la UI, c'est pas simple. Et une autre difficulté, c'est de réussir à trouver un consensus. Aussi. Quand on démarre un petit projet en open source, qu'il y a quelques contributeurs, en général, il y a quelqu'un qui lead un peu le truc. Et puis, ça reste un groupe assez limité, donc on arrive à faire émerger quelque chose. Quand on débarque dans un écosystème comme Jenkins, en disant on va refaire les icônes, c'est ça. On sait qu'on va passer des heures à lire des mails et qu'on n'en sortira rien. Il y a juste trop de monde dans la salle, quoi. C'est ça. Il y a des moments où effectivement il faut un bienveillant dictateur qui prenne des décisions et qui les propose, et c'est ce qui a été fait là pour Blue Ocean. Donc effectivement ce projet qui a été démarré par CloudBees et proposé à la communauté et qui vient donc d'être tout juste réalisé en version bêta, qui est donc disponible dans l'update center des Jenkins en version 2, et donc qui va vous offrir une UI mais complètement différente de celle que vous connaissez avec Jenkins 1 classique, qui va avoir une vision beaucoup plus retravaillée des informations, orientées cette fois beaucoup plus parce qu'à l'origine, Jenkins était orienté projet, puisqu'on était vraiment orienté CI, etc. Donc là, aujourd'hui, on va avoir des vues qui vont être capables de comprendre les notions de repository, les notions de branche, de pull request, toutes ces choses-là. Et donc, on va avoir la capacité de visualiser. Donc là, je vous passe les écrans. Vous viendrez voir les démos si vous voulez à la fin ou sur le stand. Mais vous êtes capable de visualiser l'ensemble de votre job avec l'activité qui se passe sur un repository avec les différentes branches et les différentes pull requests, et non pas vous arrêter sur un job différent par type de... Avec des boules vertes. Avec des boules vertes, oui, tout à fait. C'est Blue Ocean, mais il y a des boules Blue vertes. Ocean, mais effectivement, derrière, vous pouvez voir que les boules sont vertes, et on va voir l'écran, il va être tout vert à la fin. Voilà, avec ça se rafraîchit automatiquement, bien sûr, avec le server-sent event, avec des UI qui sont un peu plus spécialisés justement pour vous rendre un feedback graphique plus évident. Voilà, donc là, ça a planté. Là, on voit, donc ici, on en parlera tout à l'heure des jobs de type pipeline, où vous faites des enchaînements de tasks avec possibilité de faire du parallèle, etc. Voilà, vous avez une représentation graphique de l'instance, enfin du job, etc. Voilà. Il y a eu pas mal de travail justement sur comment mettre en avant l'information. Là, on voyait l'exemple d'un pipeline où il y avait une étape qui était plantée. Bon, c'est le truc rouge au milieu du graphe, quoi. On clique dessus, on a tout de suite l'information. Alors qu'effectivement, jusqu'ici, dans un Jenkins 1, le job avait fait failed. Ok, donc on allait voir les 40 mégaoctets de log dans lequel peut-être quelque part il y avait une information utile. Ou alors on avait installé un plugin qui était censé parser le log pour ressortir l'info. Enfin, ça devenait assez vite terrible. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se construisaient leur propre dashboard en utilisant les API REST de Jenkins pour aller piocher cette info. Et là, l'idée, c'est typiquement ce genre de dashboard-là, où on va pouvoir visualiser une information très pertinente pour votre équipe avec l'état des différentes branches, des différents projets, des différentes pull requests, de manière très très synthétique.
Donc c'est vrai que voilà, aujourd'hui ça a beaucoup évolué. À l'époque où Jenkins avait été créé, on était encore sur la bonne vieille époque des subversions avec des gestionnaires de versions centralisés. Aujourd'hui avec le distribué, on fait beaucoup plus de choses, beaucoup plus les notions de branches, les notions de pull request, etc. Voilà, on veut les voir aujourd'hui quand on a nos builds, on veut voir facilement qu'est-ce qui va bien ou pas dans quelle branche, quel endroit, je veux le voir facilement. Donc ça, c'est les choses que Blue Ocean a pour but de résoudre, d'offrir une nouvelle UI. Et donc ça, c'est déjà disponible dans Jenkins 2 depuis cette semaine. L'autre item qu'on a voulu travailler, c'est qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de tout faire as code. Alors le tout faire as code, moi j'aime ça beaucoup parce que donc on est souvent développeur de base, donc on aime bien coder pour tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui, quand on est Ops, on est aussi capable de coder toute notre infrastructure avec des outils comme Ansible, Puppet, etc., etc. Et puis, Jenkins, ça reste qu'aujourd'hui, c'était un gros clicodrome. Donc voilà, on en avait partout, il y avait des écrans, des configurations partout, avec des tonnes de clics dans tous les coins pour essayer de créer ces jobs, et puis du save et du machin, etc. Bon. Et si on configurait notre Jenkins, cette fois, non plus en prenant des simples clicodromes avec des écrans de configuration, mais du code. Ça donne le pipeline as code. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette approche-là, c'est que jusqu'ici, il existait des outils pour, entre guillemets, scripter Jenkins, je pense au job DSL plugin, des choses comme ça, qui permettaient d'éviter cet aspect clicodrome, mais on restait vachement sur cette logique job. Un repository, un job, qui va lui-même enchaîner, enfin toute l'orchestration des jobs entre eux, il fallait venir se la greffer d'une façon ou d'une autre. Et le développement du pipeline, l'une des idées, c'était de se dire, en fait, c'est ce qu'on a retrouvé dans la représentation de Blue Ocean, ce que les gens font, c'est un pipeline d'un bout à l'autre. Il y a le commit, il y a plein d'étapes derrière. Et ça, il faut être capable de le représenter de manière synthétique sur une seule ligne. C'est un ensemble. Après, on va voir rentrer dans le détail, mais c'est un ensemble. Donc, il faut être capable de tout exprimer au même endroit, de manière suffisamment concise pour qu'on ne se retrouve pas avec des pages de configuration qui n'en finissent plus. Et des triggers, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se passait quand on avait ce besoin de créer des flux et des flux de traitement. Ce qu'on était souvent obligé de faire de toute façon, c'était non pas d'avoir un job qui fasse, alors effectivement même s'il y avait plein de plugins pour faire des ifs, des machins dans un job, mais bon ça devenait vite compliqué, on avait plutôt plein de jobs avec des triggers dans tous les sens pour dire quand ce job là est fini, je redémarre l'autre et je redémarre l'autre avec tout un tas d'options, etc. Voilà. On veut essayer de simplifier, de monter d'un niveau ce design et se dire, voilà, aujourd'hui, on ne définit pas un job, un projet, mais on définit un ensemble de traitements avec des moyens de les enchaîner, les paralléliser, gérer toutes ces interactions. Et donc, on va les décrire. Donc, le pipeline, c'est un nouveau type de job. Donc, il y en a déjà plein dans Jenkins. Maintenant, il y en a un nouveau, c'est le pipeline. Et donc, on va écrire du code pour définir nos différentes étapes. Donc, ce qu'on disait, voilà, on a différentes étapes dans nos process. On veut les définir et dedans, on va dire ce qu'on veut faire. Je veux builder mon truc, je veux déployer mon application, je veux faire tout ça. Comme c'est du code, le premier besoin qui va vite apparaître, c'est dès qu'on a du code qu'on va mettre au sein de plusieurs projets, c'est on va pouvoir réutiliser ce code-là. Donc il y a des notions de global library. Donc on va avoir un repo Git et bientôt des librairies partagées, ça vient juste de sortir cette semaine, pour pouvoir partager du code entre tous nos scripts de pipeline. On peut étendre le DSL. Parce que voilà, c'est un langage. Donc ça, tous les plugins aujourd'hui, il y a plein de plugins qui ont été adaptés pour se plugger automatiquement dans le pipeline et offrir des nouveaux keywords pour le DSL du pipeline. Mais vous pouvez créer aussi vos propres steps. L'exemple typique, c'est le deploy. Le déployer, on sait pas tout ce que c'est, déploie sur un serveur, machin, mais forcément, d'une boîte à l'autre, ça ne veut jamais dire exactement la même chose. Et si on commençait à scripter ça avec le pipeline en disant je vais juste installer l'outil qui va bien, lancer un shell, mais par contre il faut que j'ai positionné les 3 variables d'environnement qui vont bien avec les credentials que j'ai été chercher, assez vite on arrive à un pataquès de code assez intéressant. Alors que ce que vous voulez faire, c'est juste ce qui pour vous s'appelle un déploiement. Et là, ce qu'on vous propose de faire, c'est dire ce bout de code que vous avez fait, qui est propre à votre infra, à votre façon de travailler, vous le mettez dans une librairie partagée au niveau de la boîte, repository Git, donc en plus il est versionné. Et dans votre Jenkins, les gens, ils ont droit au mot-clé deploy. Donc pour eux, l'écriture du pipeline, elle est très naturelle, puisqu'on a vraiment synthétisé les étapes les plus importantes de votre façon de travailler.
Et ce qui était intéressant, c'est que vu qu'on crée un nouveau type de job, qui pour le coup est vraiment, voilà, ça reprend pas du tout, c'est pas basé sur les anciens freestyle ni rien, c'est vraiment quelque chose de nouveau, se dire, qu'est-ce qu'on voulait aussi améliorer par rapport aux jobs existants. Et là, il y avait plein de lacunes et de choses qu'on ne pouvait pas faire. Et donc, une des choses qui a été rajoutée dans les pipelines comme type de nouveauté, c'est le fait que ça soit durable, persistant. C'est-à-dire que, vu qu'un pipeline, donc un enchaînement d'étapes, va devoir se faire sur un certain temps, parce que quand vous avez un process où, entre le moment où la personne va committer et potentiellement, vous allez donc builder votre application, la déployer sur différents environnements, avec à chaque fois une validation d'une personne qui va dire oui, non, je le passe dans le prochain environnement, jusqu'à la prod, etc. C'est des choses qui peuvent durer sur des jours. Si on vous dit que vous commencez à avoir donc des jobs qui sont longs, mais qu'on en revient au problème de base de Jenkins, avec ces agents qui doivent être connectés en permanence au master, on va se dire, ah bah ouais, mais donc je peux plus redémarrer mon Jenkins le temps que j'ai des pipelines qui tournent. Ah ouais, mais j'ai toujours des pipelines qui tournent. Ah bah je peux plus redémarrer mon Jenkins. Ah bah je peux plus mettre à jour le plugin. Ah bah bon, ça devient l'enfer. Donc effectivement, le gros avantage de ce qui a été fait sur les pipelines, c'est d'offrir les tâches qui soient durables, les rendre durables. Et donc vous pouvez très bien redémarrer votre pipeline, votre master Jenkins pendant qu'un pipeline tourne. Et quand il redémarrera, le master, il ira se remettre à jour, se reconnecter au job qui s'exécute, et lui, il aura continué son chemin. Voilà. Donc ce sont des petites choses qui paraissent simples, mais qui sont vachement utiles et qui changent complètement la manière d'utiliser les jobs dans Jenkins. Il y a plein d'autres petites choses. On ne va pas s'attarder, mais dans le pipeline, bien sûr, ce qu'on voyait tout à l'heure sur les graphiques, on peut paralyser, ça fait sens. Vous voulez pouvoir exécuter vos tests, par exemple, sur différents environnements parallèles. Donc vous allez designer ça dans le pipeline pour dire j'exécute en parallèle sur différents types d'environnements mes tests, par exemple. Donc la parallélisation des jobs. Les interactions utilisateurs aujourd'hui sont limitées à rentrer des chaînes de commandes, des oui/non, des choses comme ça. C'est pas super évolué, mais vous avez toutes les informations basiques que vous pouvez passer. Donc effectivement, j'en arrive à un point où je veux envoyer en production. Je vais donner avant, je sais pas, un numéro de release, et donc ça va être releasé avant d'être envoyé en production. Je sais pas, des choses comme ça. Voilà, vous pouvez tout designer pour avoir des interactions utilisateurs, et donc ils seront capables d'aller interroger le pipeline, d'aller voir le pipeline, de voir qu'il est en attente d'une interaction utilisateur et de donner l'information dont il a besoin. En fait, l'idée qui est derrière, ça a vraiment été de repenser le concept de projet, de job, comme on l'avait jusqu'ici dans Jenkins. C'est un exemple encore de mots qui a triple sens dans Jenkins. Vous aviez vos jobs, chaque job il avait un repository. Alors vous pouviez passer par le multiple repository, multi-SM, qui est une calamité, enfin bref, en termes de design, je parle. Et donc, à chaque fois, il y avait des choses comme ça. Il existait toujours un plugin. C'est un peu l'Apple Store. Il y a un plugin pour ça. Vous voulez faire un truc tordu? Il y a un plugin pour ça. Vous installez le tordu plugin et hop. Et donc, typiquement, exécuter des trucs en parallèle, c'est possible. Exécuter plusieurs SCM dans le même projet, c'est possible. Reconnecter un nœud, exécuter sur plusieurs nœuds en parallèle, c'est possible. Sauf qu'à la fin, vous avez un truc où vous vous rendez compte qu'entre le plugin Bitonio et le plugin truc machin, il y a une petite incompatibilité qu'on n'avait pas vu venir. Et puis voilà. Là, l'idée, c'était de se dire, on n'est plus dans ce niveau job où on dit dès le départ, il y a un nœud, il y a un SCM, il y a des étapes de build, et à la fin, on publie. Ce qui est quand même un cadre très, très rigide. On dit, en fait, le truc, il est feuille vierge. Ça exécute des choses. Et en général, la première chose qu'on fait, c'est on va allouer un nœud pour faire quelque chose. On pourrait très bien en allouer plusieurs en parallèle. On peut très bien allouer une machine Linux, une machine Windows, une machine Mac, exécuter nos tests fonctionnels sur les trois, le tout en parallèle. Bon, voilà, ça reste très, très, très ouvert, avec une syntaxe qui, du coup, du fait qu'on utilise un DSL, permet de garder quelque chose de très compact. Et donc, c'est comme ça qu'on retrouve donc, la capacité de définir différents types de jobs dans le pipeline, différentes activités, et de mixer les check-out, l'allocation des nodes de manière complètement transparente dans le DSL. Voilà. Il n'y a plus à se prendre la tête, effectivement, à essayer de se mapper dans le modèle de base de l'ancien Jenkins, où on se disait c'est un repo et des tâches qui se passent derrière. Là, on peut mixer, faire récupérer nos codes facilement sur plusieurs repos et lancer le build, ou parce qu'il y a juste besoin de choses là. Et donc, parmi les capacités d'extension justement de ce DSL, il y a l'exemple du plugin Checkpoint de CloudBees, qui est là un plugin propriétaire qui permet de définir dans votre pipeline une étape, en fait, l'équivalent en fait, d'un save point en base de données,
qui fait que votre build va s'exécuter, va faire plein d'étapes, ça peut durer des jours s'il le faut, et puis à un moment ça arrive au checkpoint et ce truc-là est sauvegardé. Et si l'étape suivante plante pour une raison X, en général on met ça juste avant des trucs qui ont besoin d'une infra un peu particulière, dont on sait qu'elle est plus ou moins stable, on va pouvoir relancer le process sans repartir depuis le début. Donc économiser les 3 jours qu'on avait attendus jusqu'ici. Donc c'est vraiment des fonctionnalités qui viennent se greffer pour l'utilisateur en ayant juste le plugin installé. Hop, il y a le nouveau mot-clé qui apparaît. C'est vraiment l'objectif de cette approche-là, de dire on a envie d'introduire une nouvelle fonctionnalité. Pour l'utilisateur, ce n'est pas encore 3 pages de clics qui apparaissent, c'est juste un nouveau mot-clé qu'il va pouvoir utiliser pleinement dans son script. Donc à quoi ça ressemble ? Un pipeline, c'est ça, c'est un bout de code. Ça ressemble à du Groovy. Alors c'est pas faux puisque c'est codé sur une base de Groovy, mais ça n'est pas du Groovy. C'est un DSL. Faites très attention. N'essayez pas de vous dire je vais faire du Groovy tel que vous le connaissez, le langage dedans. Il y a plein de limitations pour plein de raisons sur l'architecture, la sécurité, etc. qui font que ça n'est pas du Groovy. Vous pouvez pas exécuter et faire du copier-coller d'un code Groovy. Voilà, c'est un DSL, mais vous avez quand même beaucoup de choses que vous pouvez réutiliser. Et donc, il y a un certain nombre de fonctions préexistantes. Et d'ailleurs, par exemple, vous exécutez votre code par défaut dans une sandbox qui va vous limiter tout un tas de choses comme l'accès au file system et tout un tas de choses comme ça pour la sécurité de votre instance. Voilà. Donc ça, c'est du code. Et ce code, par défaut, on peut le mettre juste dans la configuration d'un job. Ça, c'est la première étape. Bon. Vous allez me dire, à ce niveau-là, on n'y gagne pas grand-chose parce que finalement, au lieu d'avoir fait du clicodrome dans toute la UI, j'ai écrit un script dans une textbox qui est toute moche et qui est toute petite. Allez, il y a des couleurs. Il y a des couleurs maintenant. La tabulation fonctionne et tout. On peut même formater un peu. C'est pas mal. Alors, bon, vous allez me dire, on n'a pas trop gagné. Alors c'est évident, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller plus loin. On peut définir notre script dans un repository de source. Donc là, par exemple, j'ai mis dans un repo Git. Donc cette fois, je vais le mettre dans ce qu'on appelle un Jenkins file. C'est le nom par défaut qu'on leur donne, il peut être nommé. Et donc à ce niveau-là, je vais configurer mon job pour utiliser ce Jenkins file. Et pour créer ces scripts-là, j'ai tout un tas d'outils. J'ai un générateur de code, donc je suis capable de prendre tout ce que sait faire votre instance. Donc c'est lié à votre instance, c'est dans votre instance. Vous avez un générateur de code qui va vous proposer toutes les activités qui sont disponibles dans votre Jenkins en fonction des plugins que vous utilisez, et vous avez un formulaire pour, à l'ancienne, mettre les différentes informations et générer du code. L'avantage, c'est que ça vous permet d'apprendre le langage du DSL au fur et à mesure par rapport à ce que vous connaissiez déjà avant, qui sont les formulaires de configuration des différents éléments de la UI. Parce que c'est une question qu'on a régulièrement, c'est elle est où la documentation du pipeline ? Alors vous l'avez compris, en fait, il n'y a pas de documentation du pipeline parce que ça dépend de quel plugin vous avez. Comme vous avez le mot-clé de Checkpoint, vous l'avez que si vous avez installé le plugin Checkpoint CloudBees. Et l'idée de ce truc-là, c'est de se dire, on va en gros vous proposer la liste de tout ce qui est possible de faire en pipeline. Donc vous avez la description, vous choisissez, j'ai besoin de faire un checkout Git, et vous êtes en mode clic-clic. Donc là, c'est facile effectivement de dire, moi mon repo il est là, je configure les credentials. Le truc est même capable de faire tourner la validation via le formulaire tel que vous l'aviez jusqu'ici dans les jobs traditionnels. Et puis à la fin, on fait le generate Groovy, ça vous dit la syntaxe pour faire ça, c'est ça. En général, on se dit oui, évidemment, Git, URL, branch, credential, voilà, on aurait pu la deviner, mais on n'a pas besoin de la deviner. On n'a pas besoin forcément d'aller chercher dans la doc, on va pouvoir rentrer dessus. Et assez rapidement, déjà on commence à l'apprendre. Et ensuite, quand on commence à travailler sur un Jenkins file, le gros avantage, et c'est quand même un point clé de toutes les approches machin truc as code, c'est que ce qu'on écrit en code est versionné. Aujourd'hui, quand vous avez une configuration bien complexe dans un Jenkins, que tout d'un coup ça ne marche plus, et que vous vous rendez compte que la conf c'est n'importe quoi, à part, alors si vous avez eu la bonne idée de faire un backup, c'est bien. Alors peut-être que vous avez installé un quelconque plugin d'audit ou de je sais pas quoi pour vous rendre compte que le stagiaire a fait une connerie, ou peut-être votre CEO, enfin bref. Mais tu parles de cas connu ? Non, nous on en a un qui fait du VI pendant les conférences, donc si tu veux, on est à l'abri de ce genre de choses. Puis il connaît assez bien l'outil. Mais l'idée, elle est là, c'est de se dire, potentiellement, pourquoi pas, est-ce que modifier un Jenkins file, ça soit une pull request ? Pourquoi pas d'ailleurs avoir des Jenkins files différents selon les branches dans lesquelles vous travaillez. Donc on a vraiment une gestion de version et une intelligence de gestion sur la conf du pipeline lui-même. Et puis là, surtout, vous ne retournez plus dans Jenkins.
C'est ça. Il faut bien dire les choses. Vous n'avez pas besoin du Jenkins pour maintenir. Le Jenkins, vous l'avez votre, configuré pour qu'il prenne le fichier Jenkins file et puis vous fermez votre browser, quoi. Et donc aujourd'hui, on propose une UI dans la vue des jobs qui est loin d'être celle que vous avez pu voir sur Blue Ocean, qui est le Pipeline Stage View, donc qui lui est très basique, voilà, en linéaire et qui va vous permettre de suivre les différentes étapes qu'il y a dans votre job. Donc ça, c'est pour l'instant ce qu'il y a, en attendant le déploiement plus massif de Blue Ocean. Et donc vous avez la capacité de suivre en temps réel l'exécution de vos différentes... Alors, vous aurez noté les petites hachures sur l'écran précédent, là où il y avait l'étape en failure. C'était l'une des raisons pour lesquelles le ver n'était pas utilisé pour Jenkins. Je dis bien une des raisons. C'était les problématiques des daltoniens qui ne différencient pas forcément le vert et le rouge. Et donc là, quand ils ont commencé à designer ça en mettant du vert, il y a forcément des gens qui ont dit « bah oui, mais les daltoniens ». Et donc du coup, effectivement, l'idée, c'est de cette série, il faut tout simplement trouver un autre moyen de différencier. Donc l'idée, ce qui a été proposé, c'était de mettre des hachures. Donc dans un sens lorsque c'est en failure et dans l'autre sens lorsque c'est en cours. C'est très très con, mais c'est-à-dire que c'est des gens qui font du design qui ont fait ça. Ils y ont pensé. Ça fait partie de leur métier. Ils sont forts. Ça semble évident a posteriori. Sauf que depuis 10 ans, personne n'avait fait ça. C'est ça. Mais on ne s'arrête pas là. Donc si on se dit qu'on commence à mettre notre descripteur de build de pipeline dans un repo Git, on se dit ce qui peut être sympa, c'est automatiquement, si j'ai un job avec plein de branches, c'est d'automatiquement générer les jobs qui vont bien pour toutes les branches de mon repo. Donc ça, c'est ce qu'on sait faire avec le multibranche plugin, où on va lui donner un repository, que ce soit dans GitHub ou dans un repo Git ou autre, et il va scanner automatiquement toutes les branches, découvrir les Jenkins files de toutes les branches et générer un job automatiquement qui sera lancé pour chaque branche, pour les vérifier, avec la possibilité de faire pas du polling, mais justement du webhook, pour pouvoir les triggerer, etc. Gérer les pull requests, par exemple. On a des intégrations spécifiques pour GitHub ou Bitbucket pour gérer les notions de pull request quand vous avez ces outils-là. Et on va un point plus haut en allant jusqu'aux organization folders, où là, cette fois, au lieu de donner en entrée les coordonnées d'un repository, on lui donne carrément l'organisation d'un GitHub ou la team d'un Bitbucket. Et automatiquement, il va scanner l'ensemble des repositories et l'ensemble des branches pour vous générer et maintenir à jour. Donc, si vous supprimez la branche, il retirera le job, etc. de votre Jenkins et il sera... En fait, la vision qui est derrière ça, c'est, si on combine les éléments qu'on a jusqu'ici, c'est de dire, vous utilisez Pipeline pour décrire ce que vous faites. Vous avez défini vos propres librairies de mots-clés Pipeline pour que l'utilisation du pipeline soit simple pour vos équipes parce que vous avez introduit les méthodes de plus haut niveau qui correspondent à votre façon de travailler. Vous avez connecté votre Jenkins, on va prendre l'exemple d'un Bitbucket, donc au Bitbucket de votre boîte. Donc automatiquement, pour tous les projets de Bitbucket, est créé un folder dans Jenkins. Pour toutes les branches pull request dans ces repositories sont créés des jobs Jenkins. Vous ne retournez jamais dans Jenkins. Jenkins vous sert de visualisation, vous notifie dès qu'il se passe quelque chose qui n'est pas bien, mais il n'y a plus du tout besoin d'administrer. À part les problématiques de mise à jour, choses comme ça, mais l'administration de base qui était jusqu'ici, d'aller vérifier que chaque plugin était bien configuré, d'aller utiliser des hooks et des plugins en tout genre qui, lorsqu'on crée une branche, vont créer le job qui va avec en recopiant le job d'à côté, mais en modifiant 2 paramètres par rapport à un template. Le genre de truc qu'on a tous bricolé en y passant des jours et où on sent que, ok, ça fait le boulot, mais on ne devrait pas avoir besoin de faire ça. Ça tombe bien, on n'a plus besoin. Et c'est pas terminé. Donc le pipeline évolue beaucoup, c'est qu'un début. On le met énormément en avant pour la 2 parce qu'effectivement beaucoup de gens l'avaient même pas vu passer qui était arrivé. Mais il y a encore plein de choses qui arrivent sur les intégrations pipeline, que ce soit au côté écriture des scripts, le partage de librairies. Il y aura une version déclarative, donc c'est un peu la fameuse bataille entre Maven et Gradle. Vous savez, Maven c'est l'outil qui est super sympa, vous faites que de la config et ça vous fait tout derrière. Et il y a Gradle où vous écrivez tout ce que c'est censé faire et ça le fait jamais. Mais bon, c'est quand même bien. Bon, voilà, pipeline à cette idée-là qu'effectivement écrire du code c'est sympa, mais si vous voulez quand même aller directement droit au but sur des trucs simples, vous voudrez peut-être juste avoir quelques keywords et un système déclaratif. Et par exemple un éditeur graphique, etc. Sur la communauté, donc on disait il y a pas mal de choses qui ont changé aussi, la communauté est très active, donc le website, on l'a complètement refait dans le cadre de la release de la 2.0 parce que ça semblait juste être nécessaire parce que c'était vieillot, moche et vraiment pas très agréable à utiliser. Et donc
Beaucoup de choses qui ont été modifiées, autant sur le fond. Donc maintenant, on va utiliser de l'Ostruct et puis du GitHub pour gérer la doc. Donc les pull requests pour contribuer à la doc sont les bienvenus désormais. Voilà, ça ne vous coûte rien comme temps que faire plus qu'une pull request. Vous n'avez plus besoin de demander l'autorisation pour aller modifier le site dans Drupal. C'est ça, oui, et d'avoir le compte qui met 3 semaines. Voilà, et on essaye de travailler au mieux sur le contenu de la documentation. Il y a beaucoup de sujets qui sont en cours pour avoir une documentation bien mieux finie, de reprendre ce qui avait été fait dans le Definitive Guide. Et donc, au revoir le vieux site tout moche qui datait d'il y a 6 ans ou un truc comme ça. Bouh, et voici le nouveau site qui est un peu plus joli. Voilà. Voilà. Et c'est pas fini, il y a plein de choses en cours, et notamment le projet Voltron. C'est quoi cette chose-là ? En 2 mots, c'est juste le gestionnaire de plugins et une interface qui va permettre de naviguer plus facilement, et ce qu'on vous disait, c'est compliqué de s'y retrouver dans les 1200, enfin les 1100 plugins. Ça s'appelle pas encore Jenkins Store, mais on commence à sentir c'est ça, un truc venir, là, C'est un peu l'idée, c'est d'avoir son Jenkins Store avec tous les plugins, tout un tas d'indicateurs sur les plugins pour pouvoir plus facilement faire ses choix. Et donc aujourd'hui, ça sera donc dispo d'ici peu, j'espère dans la semaine, enfin d'ici la fin de l'année, sur le site web de Jenkins, déjà pour vous aider à faciliter votre navigation dans l'écosystème des plugins. Et demain, l'idée, c'est d'avoir la même chose au sein du Jenkins lui-même, au sein de son plugin Update Center. L'infrastructure bouge avec aujourd'hui on s'en déplace tous chez Azure. Merci Microsoft. C'est trop bien. C'est pas crédible. C'est bien Azure. C'est trop bien Azure. C'est lui qui me dit de dire ça. Et voilà. Et aujourd'hui, pareil, on utilise nos propres outils pour l'infrastructure, ce qui est vachement plus pratique pour pouvoir générer automatiquement les bits, etc. Donc, on va finir vite fait sur où est-ce qu'on en est. Eh ben, il faut se préparer puisque Jenkins 2, il est déjà là. Voilà, c'est tout. Il est déjà là. Donc, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, Jenkins 2. Le 1, ça y est. On vous laisse pas sortir. On vous laisse pas sortir. Vous êtes obligé de l'utiliser. Le 1, ça s'est terminé au mois de juillet quand on a sorti la première LTS en version 2. Donc il n'y a pas de maintenance de la 1. C'est une continuité dans ce qu'il y avait déjà. La compatibilité est maintenue. Donc c'était un gros effort, mais effectivement on a essayé de fournir des nouvelles choses sans casser la compatibilité. Et donc voilà la 2 et donc la 2.7 pour la LTS. Je vous conseille quand même d'être en LTS. C'est ce qu'il faut aujourd'hui utiliser. Qu'est-ce qui va venir ? Qu'est-ce qui va venir ? Beaucoup d'autres choses. Toutes ces choses qui ne sont pas arrivées, en fait. Parce que ce qu'on disait, c'est que la communauté de développeurs, quand vous leur dites on va tout refaire, alors là, c'est ouah, ils en ont des idées dans tous les coins. Et ça, effectivement. Disons qu'il y a les 3 premiers jours pendant lesquels on propose tout et n'importe quoi. C'est ça. Et puis il arrive un moment où on commence à se calmer un peu et on se dit, en fait, il y a quand même eu des bonnes idées. Comment on pourrait faire ? Voilà. Comment on pourrait faire pour mettre à jour Groovy, qui est quand même une version qui commence à dater ? Comment on pourrait faire pour... Et donc, on commence à avoir des idées, des pistes, mais on sent que ça va pas sortir en 2.x. Il va falloir voir pour un peu plus tard. C'est ça. Il fallait quand même essayer de se mettre une deadline. Donc il y a plein de sujets qui ont été commencés, qui n'ont pas été finis pour l'instant, mais qui arriveront incessamment sous peu. La continuous delivery, effectivement, on s'est dit on voudrait travailler sur ce sujet-là, mais c'est pas vraiment arrivé. Donc aujourd'hui, on parle toujours dans la UI de projet, de job, etc. On voudrait vraiment que Jenkins ait d'autres notions et qu'il soit capable d'adresser des notions d'application, d'environnement, donc qu'on soit capable de designer vraiment dedans des items qui sont plus nécessaires aujourd'hui à la définition de nos pipelines. Tout ce qui est scalabilité et haute dispo, aujourd'hui le master ça reste un gros point central qui peut planter et qui c'est très compliqué à gérer. Donc on essaye de travailler justement à une meilleure haute disponibilité, à revoir son architecture. Revoir la gestion du back-end qui aujourd'hui tout est en file system, donc c'est toujours difficile à gérer, et le clustering qui va avec. La UI, il y aura d'autres choses qui seront prévues. Ça, c'est un proto qui a déjà 2 ans, donc dans 1 an, je pense. Donc lui, à mon avis, il ressemblera plus du tout à ça. C'est un des tout premiers protos qui avait été fait pour le fameux plugin manager, donc côté Jenkins, qui intégrerait là ce qu'on vous a montré dans le projet Voltron. Voilà, donc il y a d'autres travaux qui vont atterrir là-dessus. En conclusion, 59, on est dans les temps. Jenkins 2, l'idée avant tout, c'était déjà de redonner un coup de sang neuf à la communauté, d'essayer de réorganiser cette communauté. C'est vrai que c'était très difficile au final de se dire, quand on a des versions qui sont réalisées toutes les semaines, et que ce soit pour le développeur comme pour l'utilisateur, de s'y retrouver, d'avoir une roadmap, de comprendre là où il va, qu'est-ce qui va arriver, quels sont les risques et tout. Donc aujourd'hui, la version 2 qui a été sortie, elle est compatible à 99,99%. Les 2 choses qu'on a changées, je ne sais même plus lesquelles que c'est. Oui, le Servlet 3.1 et le seul impact, donc ça vous oblige à avoir du Tomcat 8 minimum
Et voilà, Glassfish, etc. dans les versions un peu récentes. De toute façon, soyons sérieux, hein, si vous voulez démarrer un Jenkins, vous faites un Java-jar. Voilà, c'est ça marche très bien. Et le Jetty, par contre, qui est dedans, voilà, le Jetty qui est dedans a retiré la JP connecteur. Donc ceux qui utilisaient la JP, voilà. C'est les deux choses qui ont été retirées, enfin qui ont été modifiées et qui demandent une adaptation si vous utilisiez. Voilà. Le reste, tout a été fait en sorte que ça reste compatible. Donc l'upgrade vers une version 2X, la LTS 2.7, c'est exactement le même process, la même chose que les anciennes versions. Voilà, il n'y a aucun changement, aucune considération particulière. Et l'idée, c'est que dès que possible, on puisse commencer à proposer des roadmaps avec des 3X, des 4X, avec tous ces sujets-là qu'on a commencé à vous lister. C'est plus l'évolution dans ces versions majeures, elle est plus ça. C'est de définir des roadmaps, des choses sur lesquelles on veut travailler à long terme, qui vont certes avoir un impact sur Jenkins et sur son écosystème, mais pas forcément en cassant tout. Se dire que pour la 3.0, on veut travailler là-dessus. C'est ça. Donc voilà, donc il est là, essayez-le, faites-nous les retours, parce que c'est important voilà, qu'on puisse savoir comment l'améliorer, comment y travailler. Et si vous avez des questions, on sera en bas au stand. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, parce qu'on va laisser la place au speaker suivant. Merci à tous.